On va donc terminer cette séance par la médecine sans médecin. Donc, ou tu nous fais rêver, ou tu nous fais cauchemarder. Merci. Merci pour votre invitation. Merci Ruben. Je pense que je le fais chaque année, mais je crois que Ruben, tu mérites nos applaudissements parce que tu ne les auras pas à la fin. Donc, merci pour ton accueil, ton enthousiasme et ton énergie. Puisque mon topo va montrer que demain, tu ne pourras plus organiser de congrès puisqu'on n'aura plus besoin de médecins. Non. Alors, j'ai changé le titre, c'est « La médecine sans médecin ». Et puis après notre discussion d'hier soir, j'ai rajouté un point d'interrogation en me disant « Bon, je ne vais peut-être pas être dogmatique, mais je vais ouvrir un certain nombre de portes et partager avec vous un certain nombre de réflexions. J'ai un conflit d'intérêts majeur. Je suis un optimiste qui croit que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui et que c'est encore plus qu'hier. Et donc, forcément, ma présentation sera biaisée parce que je suis de naturel optimiste et je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose de fantastique. Alors, en fait, la médecine sans médecin ou la médecine à distance ou la médecine numérique, elle a été inventée il y a très longtemps. C'est le concept de médiamédecine qui a été inventé par l'ANEC qui, en fait, vous voyez sur ces images, a changé la manière d'examiner et d'ausculter les patients, il a décollé l'oreille, il a roulé un petit journal et il a créé les prémices du stéthoscope. Et finalement, il a été à l'origine de ce concept de se dire que finalement, en s'éloignant du patient, là, à la distance d'un tube, on pouvait finalement mieux l'écouter, mieux l'ausculter. Ça a été les fondements de ce qu'on appelle la médiamédecine. Et vous voyez, médecine sans médecin, c'est forcément une médecine qui passe par un média. Et il en a d'ailleurs fait son traité, le traité de l'auscultation médiate, où il explique finalement qu'on passe d'une médecine où les praticiens mettaient les mains dans le cambouis, mais pas que les mains. Vous savez qu'ils goûtaient l'urine, ils sentaient les choses. C'était une médecine organique, mais aussi subjective, non quantifiable et non transmissible. C'était une médecine qui a été transformée par cet outil qui est l'auscultation médiate, et aujourd'hui on va vers une médecine qui est objective, qui est mesurable et qui est transmissible. Et la première révolution, je vais vous parler de 3 révolutions. La première révolution, c'est finalement cette tendance, grâce au sans-fil, à nous déposséder de l'examen clinique. C'est la première révolution à laquelle on va être confronté, c'est l'émergence de ces stratégies où on va s'éloigner de plus en plus de nos malades. La deuxième révolution, ça va être la gestion de la masse d'informations. Et la troisième révolution, ça va être la décision, une fois qu'on aura accumulé ces données. Donc cette première révolution médicale, c'est le sans-fil. Et le sans-fil, moi je suis cardiologue, comme beaucoup d'entre vous, on se promène avec ça dans la poche ou autour du cou pour ceux qui ont un ego un petit peu surdéveloppé. Et en fait, ce stéthoscope, quand vous regardez, est-ce que vous savez quand il a été inventé? Bon, je vous le dis, 1816. On fête quasiment les 200 ans du stéthoscope et c'est probablement le dispositif avec fil le plus désuet. Ça ne sert à rien, un stéthoscope, si vous êtes honnête. Bon, vous pouvez toujours entendre des crépitants, mais vous ferez une échographie pour voir s'il y a une insuffisance cardiaque. Vous pouvez entendre un souffle. Et d'ailleurs, nos internes, nos plus jeunes collaborateurs ne savent plus ausculter. Nous auscultons moins bien que nos maîtres et c'est vraiment un objet désuet. Et ce qui va bouleverser donc, notre pratique médicale, la première révolution, c'est le sans-fil. Je vous ai pris un vieux BlackBerry, je vous ai mis un iPhone un peu plus récent, mais je vous ai aussi mis des liseuses. On est à la merci de ces objets qui ont transformé notre pratique médicale. Et dans les grands symboles de la médecine, à côté du stéthoscope, il y a le Vidal, et le Vidal a disparu de nos bureaux. Il n'y a plus ce gros bouquin rouge. Vous avez le Vidal dans la poche, éventuellement sur l'ordinateur. Je n'en parlerai pas, mais ça pose aussi toute la question de la façon dont on va enseigner la médecine, puisque d'une médecine livresque où le savoir était finalement la première porte d'entrée dans l'apprentissage de l'activité médicale, on se retrouve avec un savoir qui est dans la poche et quand vous faites de la visite avec de jeunes collaborateurs, que vous leur posez des questions, ils sortent le smartphone, ils vous disent Google a dit que, et c'est pour eux la vérité. Et donc ces dispositifs médicaux, en fait, on pourrait imaginer que ce sont des gadgets. Je vous ai présenté ici un électrocardiogramme très simple. Vous apposez vos 2 doigts sur ce petit dispositif qui est en bas, le Cardia, qui transmet en fait un électrocardiogramme à une dérivation. Cette société qui s'appelle AliveCor a été retenue comme une des sociétés les plus innovantes en 2017. Et vous pouvez me dire, ouais, bon, mais c'est un gadget. Mais ce gadget, vous voyez, vous pouvez même coller le petit dispositif derrière votre iPhone et mesurer, bon là la qualité du tracé est un petit peu moins bonne, mais mesurer votre électrocardiogramme. Et il y a eu,
Donc ça date le 28 octobre, c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. Mais Julian Alcox de Galway a fait cette magnifique étude où il a pris 1000 patients qui étaient à risque de fibrillation auriculaire, CHA2-VASc de 3, et puis il a randomisé ces patients en 2 groupes, ceux qui ont bénéficié d'un électrocardiogramme avec ce dispositif, à l'AFCOR, 2 fois par semaine, et ceux qui étaient suivis traditionnellement. Et sur un suivi qui est finalement relativement court, de 12 mois, il voit, ou il met en œuvre, il met en évidence de manière significative que cette stratégie-là, qui est toute simple, qui est gérée par les patients, où les patients envoient des électrocardiogrammes dans des centres de lecture, permet de dépister, de détecter des fibrillations auriculaires. Donc, on est déjà dans une stratégie où on valide, avec des études randomisées, avec des stratégies ou des méthodologies adaptées, ce type de dispositifs qui ne sont plus des gadgets. Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de regarder leur SMS ou leur email. Eh bien, demain, vous regarderez ce type d'écran où vous aurez non seulement des données médicales simples, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, mais des choses beaucoup plus complexes, ou même des patients qui vous enverront des captures d'écran dans lesquelles ils synthétiseront leur état de santé à un moment donné. Ça va beaucoup plus loin. On peut, par exemple, monitorer la santé d'un bébé dans la paume d'une main. Vous avez dans cette application 4 choses qui inquiètent souvent les jeunes parents, qui sont souvent à l'affût du risque de mort subite. Comment dort le bébé? Vous voyez, en bas à droite, est-ce qu'il est sur le dos, sur le côté, sur le ventre? Quelle est sa fréquence cardiaque? Quelle est sa saturation? Et quelle est sa température? Les 4 facteurs de risque reconnus de la mort subite du nourrisson. Donc, vraiment, on est en train de s'approprier de plus en plus des informations sur des êtres, qui soient petits bébés ou sujets âgés, qui vont changer notre vie. Beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y a des diabétologues parmi vous, ont été probablement ravis de pouvoir proposer ce type de dispositif à leurs patients, ce petit patch mis au niveau de l'avant-bras qui permet en temps réel de mesurer la glycémie et de donner à vos patients les moyens non seulement de monitorer ce qu'il fait dans son quotidien, mais aussi d'adapter ses doses de traitement et puis de l'éduquer. Vous lui dites, allez faire du sport, mesurez-vous la glycémie avant-après, mangez ceci, mesurez-vous la glycémie avant-après, et une véritable prise en main de la maladie avec ces outils sans fil. Le sommeil. Vous avez tous, je pense, dans votre iPhone, une application sommeil qui vous permet de quantifier la durée de votre sommeil. Est-ce que vous êtes couché trop tôt, trop tard? Mais ces applications sont même maintenant de plus en plus développées. Elles permettent d'évaluer les phases de sommeil avec les phases REM et les phases non REM, de quantifier ces phases, d'évaluer la partie de votre sommeil paradoxal si vous vous réveillez la nuit et de vous faire des statistiques sur l'état de votre sommeil au quotidien. Et puis, la grande révolution pour nous cardiologues, pourquoi je vous ai dit que finalement on n'utilisera plus de stéthoscope, c'est parce qu'on a à notre disposition ce type d'appareil. J'en ai testé 2, c'est fantastique. C'est-à-dire vous avez, avec un iPhone ou avec ce type de dispositif, la possibilité de faire des échocardiographies au lit du malade, voire même en consultation, et expliquer en temps réel à votre patient ce qu'il a, s'il a une valvulopathie, s'il a une dysfonction ventriculaire gauche, s'il a un épanchement péricardique. Il y a actuellement un grand nombre d'appareils qui se développent avec cette stratégie. Et cette stratégie, vraiment, il faut imaginer que demain, elle sera à la portée, non pas de tous les médecins, mais de tous les patients. Alors ça vous paraît bizarre, vous direz, mais comment on va leur donner des appareils d'échographie? Et vous avez cette société, qui est la société Butterfly, qui a été en fait marquée par une histoire un peu atypique. Leur Chief Medical Officer, qui était un chirurgien, a testé cet appareil qu'ils étaient en train de développer sur lui-même et il s'est diagnostiqué un cancer. Il avait du mal à avaler. Il s'est appliqué cette sonde qui avait la taille d'un petit rasoir au niveau de la gorge. Il a découvert une masse et on lui a découvert un cancer. Donc l'idée derrière, c'est que cet appareil qui est validé par la FDA, cet appareil d'échographie portable, coûte $2000. C'est un petit peu plus que le dernier iPhone. Il y a actuellement une stratégie de mise à disposition de tout un logiciel d'intelligence artificielle pour guider les gens à faire des échographies. Et leur idée, si vous allez sur leur site, et MIT Technology Review le rappelle, c'est vraiment de mettre à la disposition de tous les praticiens, mais demain des patients, des appareils qui leur permettent de faire des autodiagnostics ou de pouvoir s'interroger et évaluer l'état de leur santé. Le Holter ECG, quand vous voyez ça, vous dites c'est pas possible. En 2017, c'est archaïque de raser des gens, de leur mettre des électrodes avec des fils que vous allez embobiner avec du sparadrap, vous allez mettre ça autour d'un boîtier, puis vous allez dire à vos patients attention, il faut vivre votre vie normale, mais la sueur, vous ne pouvez pas vous doucher, c'est très compliqué. Eh bien, vous avez aujourd'hui ce type d'appareillage qu'on a testé il y a 6 mois, le ZTO, qui est en fait un appareil. Vous voyez, qui ressemble à un sparadrap, qui vient d'ailleurs d'être racheté par une compagnie qui fait ce type de produits, sparadrap et autres. Vous pouvez mettre ça dure à peu près 30 jours. Vous pouvez enregistrer un Holter ECG de 30 jours. Les données sont transmises en temps réel. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez vaquer à vos occupations, prendre une douche et avoir la possibilité
de manière finalement très peu invasive, de recueillir ces données qui sont elles-mêmes transmises à vos patients, qui peuvent eux-mêmes analyser ces données ou les partager. Donc l'idée vraiment, c'est que ce sans-fil, cette première révolution médicale, ce n'est pas juste le problème de recueillir un signal ou un autre, mais c'est vraiment d'avoir, in fine, une plateforme de signaux. Et vous voyez déjà où je veux en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients vont récolter ce type de signaux, demain, ils vont vous interroger sur la façon de gérer le signal, et on peut très bien imaginer que demain, sur votre iPhone, vous ayez l'enregistrement de la qualité du sommeil, la pression artérielle du matin, la fréquence cardiaque au cours de la journée, et peut-être la glycémie du soir. Il faudra réfléchir et savoir comment on va interpréter et accompagner nos patients qui sont en capacité de mesurer un certain nombre de paramètres. Et ça a donné lieu, bien sûr, à des extrapolations, à des réflexions en termes de marché. Les 10 cibles ou les 10 pathologies qui sont aujourd'hui ciblées par les industriels pour développer cette médecine numérique, vous les avez là. Finalement, ce sont des pathologies très prévalentes. Alzheimer aux États-Unis, 5 millions de patients. On pourrait imaginer des solutions sans fil pour géolocaliser les patients, évaluer leur activité, évaluer leur balance énergétique. L'asthme, on peut imaginer des spiromètres sans fil qui peuvent évaluer l'oxymétrie, le volume, le VEMS, mais qui peuvent aussi interfacer avec des données autour de la pollution et prévenir les patients d'une crise d'asthme aiguë grave imminente. Certaines stratégies d'imagerie, que ce soit pour la prévention ou l'examen ou l'auto-examen du sein pour des patients qui souhaitent se dépister un cancer du sein, et ainsi de suite, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension. Il n'y a pas une maladie qui ne pourrait pas bénéficier d'un développement avec une technologie sans fil qui rendrait service aux patients en autodiagnostic et pourrait être utilisée par un soignant. Et on pourrait imaginer, ça a été rappelé par Alexandra, que finalement, il y a un gradient et que ces technologies, elles sont peut-être limitées à des pays riches, mais si vous reprenez cette une de The Economist, je vous l'ai mis en gras, ils disent vraiment qu'une des plus grandes révolutions, et c'est probablement le substrat de la révolution sans fil, c'est la téléphonie mobile ou les appareils mobiles, c'est que finalement, ces appareils mobiles, ils sont disponibles partout. Il y a des pays où vous n'avez pas de téléphone filaire, où l'apprentissage de la communication a été directement initié par le développement du téléphone sans fil. Donc, c'est probablement des technologies qui sont dévolues en phase de développement à des pays riches, mais dont on peut imaginer le déploiement très rapidement dans des pays en voie de développement. Et puis à cela va se rajouter une deuxième dimension, c'est la dimension génétique. On sait aujourd'hui, on est capable aujourd'hui, pour un certain nombre de pathologies, d'identifier des génotypes très intéressants qui sont directement corrélés à la survenue de certains événements. Par exemple, on a des profils génomiques qui sont très puissamment associés au risque de survenue d'un cancer du sein, certains associés à la survenue d'un diabète de type 2 ou une fibrillation auriculaire, voire à la mort subite. Et ces 4 pathologies, je ne les ai pas choisies par hasard, puisqu'on peut très bien imaginer coupler à ces 4 pathologies les 4 dispositifs dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Un appareil pour mesurer la glycémie et le combiner avec des données génétiques, un appareil pour mesurer ou pour faire du dépistage de cancer du sein et une échographie au domicile, un appareil pour faire de l'enregistrement Holter-ECG, que ce soit cet examen Holter-ECG, le ZTO ou l'appareil connecté iPhone électrocardiogramme, ou la plateforme qui permet de dépister la survenue d'un risque chez l'enfant. Donc je crois qu'il faut vraiment, et ça a été un petit peu finalement le fil rouge aussi de ces 2 journées, on vous a parlé du microbiote, du microbiome, mais demain, on va se retrouver dans une situation où tout en haut, vous avez ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire l'évaluation phénotypique, l'examen clinique, le recueil de signaux cliniques, de biologie, d'examen. Et puis, à cela, on va agréger un certain nombre d'informations, des données physiologiques, des données anatomiques, mais aussi des données biologiques, avec tous ces signaux qui sont rapportés par les patients. Il va falloir, va être probablement la deuxième révolution médicale, savoir que faire de l'ensemble de ces données. Alors, est-ce qu'on est prêt ? Eh bien, étonnamment, en médecine, on est un petit peu en retard. En fait, si vous reprenez le concept de la révolution industrielle, dans un grand nombre de domaines, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, l'espace ou la technologie en général, les choses sont en marche. La numérisation, la robotisation, l'utilisation des cybertechnologies, c'est quelque chose qui est vraiment dans le quotidien des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Mais on peut vraiment s'interroger, pour nous médecins, on est encore un petit peu réticents, ou en tout cas un petit peu en retard, même si notre domaine, la santé, constitue probablement le secteur dans lequel l'investissement est le plus important et celui qui est promis à l'avenir probablement le plus rose. Et puis en partant de la clinique Pasteur, j'ai pris la photo d'un patient qui est aux soins intensifs. Vous voyez, bon, le sans-fil, j'y crois, mais au quotidien, nos patients sont encore entourés d'un grand nombre de fils et on n'a pas réussi encore à passer le cap dans notre quotidien de se déposséder de ces fils qui entourent nos patients. La deuxième révolution, c'est la révolution des big data.
Alors, vous connaissez ce terme, on en parle, tout le monde en parle. J'aime bien cette citation, les big data, c'est comme la sexualité des ados. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde en parle, les ados entre eux parlent de ça. Personne ne sait vraiment comment il faut faire. Tout le monde pense que les autres le font. Et en fait, pour cela, tout le monde dit qu'il le fait. En fait, c'est très intéressant ce parallèle. C'est Dan Ariely, qui est un grand patron du développement de la technologie de l'e-santé à Duke University, qui raconte toujours ça. Et c'est vrai, les big data, on entend tous parler, mais on se dit finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, ces big data, en fait, c'est nous, dans une situation où on va être inondé d'un nombre incalculable d'informations, certaines dont je vous ai parlé, physiologiques, physiques, électroniques, mesurées par les patients. Mesurées par les patients, ça a fait la une de Technology Review, où on vous présente tous ces appareils qui sont capables d'être utilisés par les patients. Mais au-delà de ces deux aspects, il y a un troisième aspect qui est l'agrégat de l'analyse des données de comportement. À chaque fois que vous allez sur Internet, vous le savez, vos comportements sur le web sont scrutés, analysés, répertoriés. Et au-delà de ce qui est proprement médical, il y a un intérêt majeur à imaginer demain que vous serez non seulement en possession de données qui vous paraissent logiques, que ce soit la biologie, la clinique ou les choses mesurées par vos patients, mais il y aura aussi à gérer un flot d'informations qui vous paraîtront au premier abord illogiques. Tout ceci, les Américains qui sont toujours en avance, les Américains l'ont compris, ils ont mis en place un grand nombre de stratégies qui visent à collecter des informations à tous les stades de la vie, du moment où votre naissance est désirée jusqu'à votre décès. Il y a des stratégies de collecte de données qui ont été mises en place, soit adaptées au risque d'un événement. On sait par exemple qu'au-delà de la cinquantaine, le risque de maladies oncologiques est beaucoup plus important. Autour de la quarantaine, c'est plutôt les maladies cardiométaboliques. Chez les enfants, ce sont plutôt les maladies infectieuses. Mais vous voyez, il y a aussi l'appréciation de données qui dépassent la santé de manière directe, le comportement d'une personne âgée en EHPAD ou la consommation des parents avant l'arrivée d'un nouveau-né. Donc, toutes ces données-là, en fait, sont colligées et il y a des programmes quasiment pour chaque étape de la vie où des médecins dans des instituts académiques développent des stratégies de collecte de données en prévision d'une meilleure prédiction, d'un meilleur diagnostic ou de l'identification de nouvelles cibles. Et peut-être les deux grandes initiatives les plus populaires, sous l'égide en fait de Barack Obama, qui a financé ce plan qui est le plan de la médecine de précision, c'est-à-dire une médecine où on va essayer de collecter un maximum de données pour adapter et personnaliser l'offre de soins qu'on pourra proposer à nos patients. Vous voyez ici, l'American Heart Association a développé un énorme programme où, sur la base du volontariat, un individu peut accepter de partager ces données afin d'enrichir les bases de données de l'American Heart qui va travailler sur le risque cardiovasculaire. Mais quand vous regardez, alors il y a la même initiative qui est développée par Google, il y a la même initiative qui est développée par Stanford, par Duke, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont développées autour de la collecte de données. Et puis vous regardez là, sur le côté, il y a Amazon. Donc ce n'est pas une pub. Amazon, en fait, est associé à cette stratégie de collecte des données puisqu'ils ont la compétence, ils ont les ordinateurs pour faire de l'analyse de ce type de données. C'est-à-dire que pour la première fois, une société savante va s'associer à un grand, industriel pour essayer de mettre en avant une stratégie. Mais vous imaginez bien qu'Amazon ne va pas faire que regarder les données de pression artérielle, de cholestérol ou de fréquence cardiaque. Il y a une collusion et il y a une réflexion que j'aborderai dans ma dernière partie autour des limites de ce type de stratégie. Alors, pour que ça soit un petit peu vivant, vous allez me dire, mais il raconte, il rêve, il délire. Ça pourrait être quoi demain, cette médecine? Vous recevez une jeune femme de 36 ans qui est admise pour une dyspnée et malaise. Vous faites ce que vous savez faire, prise de sang, examen, électrocardiogramme, échocardiographie, puis vous allez renseigner son histoire dans un dossier médical qui est en général de plus en plus électronique. Et là, l'histoire commence. Un algorithme informatique va retrouver tous les examens qui ont été faits dans le passé et va analyser les fluctuations d'un certain nombre de données, va aller rechercher son profil génétique, ses données cliniques, mais aussi les données qui sont rapportées par les appareils connectés qu'elle a utilisés, son périmètre de marche, sa consommation énergétique, sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle. Et puis cet algorithme, il va créer un phénotype unique en agrégeant l'ensemble de ces données et comparer ce phénotype à une cohorte de patients, des millions de patients qui sont finalement disponibles sur ces bases de données. Et puis, cette analyse va suggérer que cette patiente a une cardiopathie hypertrophique et une probabilité de faire une mort subite de 83% dans les 10 prochaines années. Et
parce qu'on a parlé de décision médicale partagée. Vous en parlerez avec elle, vous quantifierez ce risque, et puis vous lui direz ça vaut le coup de mettre chez vous en place un défibrillateur automatique implantable pour éviter ce risque. Ça, c'est une façon d'imaginer cette nouvelle médecine, une façon de penser que ces big data incarnent une promesse de mieux prendre en charge les patients, de prédire ce qu'ils sont capables de faire et de leur offrir la prise en charge diagnostique et thérapeutique la plus efficace et la plus efficiente. Donc il y a des promesses avec ces big data. Je pense que c'est la capacité de mieux prédire le futur. Ça fait mieux que n'importe quel score de risque cardiovasculaire. On va arrêter de compter hypertension, dyslipidémie, diabète. Ces stratégies-là vont être beaucoup plus puissantes. Ça sera la possibilité de faire des scores de risque sans a priori, parce qu'en fait, on va pouvoir prendre en compte des facteurs dont on ne sait même pas qu'ils sont facteurs de risque de certaines maladies. Vous pourrez bénéficier, grâce à ces outils, d'itérations, où vous allez pouvoir à chaque fois rentrer de nouvelles données pour affiner la prédiction du risque. Et puis, de plus en plus de nouvelles données seront agrégées et enrichiront votre capacité à prédire le diagnostic ou le devenir de votre patient. Et puis, petit à petit, ces technologies vont aussi vous permettre d'identifier de nouveaux phénotypes. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous détailler avec vous, puisqu'il y a quelque chose de très bizarre quand on pratique la médecine, c'est qu'on la pratique de manière très simpliste. Quand on regarde, par exemple, chez qui on met un défibrillateur automatique implantable. Aujourd'hui, un insuffisant cardiaque qui a une fraction d'éjection à moins de 35% est candidat à un défibrillateur automatique implantable. Ce sont les recommandations. Il y a eu quelques débats, cardiopathie ischémique, cardiopathie non ischémique, mais globalement, vous avez une insuffisance cardiaque, vous êtes à moins de 35%, vous avez les traitements qu'il faut, vous êtes candidat pour un défibrillateur automatique implantable. Ça coûte 20 000 €, il y a un risque de l'intervention, et on sait que plus de 60% des patients chez lesquels on implante un défibrillateur sont des patients qui ne se serviront jamais de leur défibrillateur. Donc, il y a quelque chose de bizarre. On a créé des critères qui permettent de définir quand on doit implanter quelque chose à un patient, même si on sait que ça ne va pas marcher, c'est un petit peu le parachute. Et dans un écosystème dans lequel les ressources sont de plus en plus challengées, ça pose problème. Et donc, il y a aussi des limites avec ces big data. Il faut d'abord démontrer que ces big data font mieux que les facteurs ou les modèles de prédiction dont on dispose. Il faut être sûr que ces big data ont la capacité de changer la pratique médicale, d'être efficaces, d'être efficients. Parfois, il y a aussi, quand vous agrégez plein de données, vous allez identifier quelque chose, mais vous ne savez pas l'expliquer. Et ça, c'est quand même scientifiquement difficile d'appliquer des méthodes sans établir de lien de causalité. Les big data ont un défaut majeur, c'est qu'elles ne supportent pas l'absence de données. La donnée manquante fait bugger l'algorithme de big data. Or, en médecine, on n'est pas très bon dans la collecte exhaustive de données, ça c'est un écueil. Et puis, il faudra non seulement nous convaincre à court terme, mais aussi à long terme que ce type de stratégie peut améliorer le devenir de nos patients. La troisième révolution, donc au-delà du recueil des signaux biologiques, cliniques, au-delà de la genèse de cette foule d'informations que sont les big data, il va ensuite falloir décider. Comment on va décider? Et donc, cette notion de décision médicale partagée qu'on a abordée ce matin, elle est déjà dépassée, parce qu'elle est trop simpliste. Oui, c'est bon, vous avez un LDL-A, votre risque il est 2, il vous faut une statine, bon, c'est super simple. Mais la vie ne va plus être comme ça, puisqu'en fait, vos patients ils vont arriver avec un grand nombre de données. Et donc, cette décision médicale, d'abord, elle va vaciller, parce que vous allez être dans une situation où vous allez vous-même ne pas savoir que faire de toutes ces données. Et puis, cette décision médicale, elle est aussi influencée. Et les deux points que j'élabore là sont des points qui ont été décrits par un prix Nobel d'économie qui a expliqué les facteurs irrationnels qui influençaient la décision, non pas médicale, mais économique. Mais c'est vrai pour toute prise de décision. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les biais sociaux, c'est-à-dire en fait que quand vous voyez un patient, vous avez un a priori à la présentation du patient. Mais c'est ce qu'on nous a appris quand on pense à nos vieilles questions d'internat. Le portugais de 40 ans qui a une épigastralgie, c'est un ulcère. L'homme de 50 ans qui a une douleur thoracique et qui fume, c'est un infarctus du myocarde. On a des biais qui nous ont été inculqués, mais qui sont aussi le fait de notre expérience. Vous n'allez pas vous comporter ou réagir ou aller de la même manière lorsque vous avez un patient, une patiente, un enfant, un sujet âgé. Et d'ailleurs, l'épidémiologie nous le rapporte. Vous savez, par exemple, qu'on a du mal à dépister un grand nombre de maladies cardiovasculaires chez les femmes. Il y a un sous-diagnostic, par exemple, de l'infarctus du myocarde ou de l'insuffisance cardiaque chez la femme. Donc, il y a un biais sociétal. Il y a un biais qui est lié à la rencontre avec votre patient où vous allez d'emblée être tenté. Et puis, il y a un deuxième biais qui est le bruit de fond. En fait, sans le savoir, il y a énormément de facteurs irrationnels qui influencent la façon dont vous prenez en charge vos patients. La météo, s'il fait beau, vous êtes peut-être guéri, vous êtes content, et vous n'allez pas aborder votre journée de la même manière. La façon dont vous avez dormi la veille, le repas, votre humeur du moment, mais même des choses plus pragmatiques, le matin, l'après-midi.
la fin ou le début de la consultation. Il y a eu une enquête qui posait cette question aux médecins. Le dernier patient que vous voyez en consultation, vous lui accordez autant de temps qu'aux autres, un peu moins de temps ou un peu plus de temps? Bon, il y a une répartition assez intéressante, c'est 30-30-30. Il y en a qui passent plus de temps avec le dernier patient. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont mauvaise conscience, ils veulent se rattraper. D'autres qui passent très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent peut-être rentrer très vite. Et puis d'autres qui disent, le dernier patient, c'est comme le premier, j'y consacre autant de temps. Donc, il y a un grand nombre de facteurs irrationnels qui vont influencer votre décision médicale, votre jugement médical. Et les machines, elles sont là pour justement neutraliser cela et vous aider à prendre la meilleure décision. Et c'est un peu le rôle de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une branche des sciences de l'ingénieur qui s'appuie sur des concepts assez innovants avec un objectif qui est celui de résoudre des situations complexes. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est parti d'un constat au départ très simple, c'est que dans les sciences de l'ingénieur, le développement informatique était essentiellement dévolu à augmenter la puissance ou la capacité des ordinateurs pour réaliser des opérations de plus en plus complexes, mais pas pour aider à la décision de plus en plus complexe. Donc cette notion d'intelligence artificielle, c'est essayer de donner les moyens à une machine de raisonner. Au départ, elle raisonne parce que vous lui apprenez à raisonner, et demain, elle raisonne toute seule. Et j'aborderai ce point. Donc si on reprend les données sources en cardiologie, qu'est-ce qu'on a? Je vous l'ai dit, il y a les données phénotypiques, moléculaires, les dossiers médicaux, la littérature. Est-ce que vous savez que toutes les 2,7 minutes, il y a un nouvel article de cardiologie qui est publié dans le monde? Donc si vous voulez être à jour dans votre bibliographie, de manière générale, c'est impossible. Donc trop de données, trop d'informations, des facteurs irrationnels qui vont influencer votre prise de décision médicale, l'intelligence artificielle est peut-être une solution. Alors, je vais prendre un exemple qui est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est une situation très particulière. Je dis toujours, c'est le Canada Dry de l'insuffisance cardiaque, et mes plus jeunes collaborateurs me disent, mais c'est quoi le Canada Dry? Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est le Canada Dry parce qu'en fait, ça ressemble à l'insuffisance cardiaque sur le plan des symptômes. Les gens sont dyspnéiques, tachycardes. Ça se traite à peu près comme l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée lorsque les patients décompensent, qui font des œdèmes aigus du poumon, vous leur donnez des diurétiques ou les hospitaliser. Ça a le pronostic qui est proche de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, sauf qu'effectivement, comme son nom le dit, c'est une insuffisance cardiaque où la fraction d'éjection est normale. Et cette entité est une entité très complexe pour laquelle on bute systématiquement pour arriver à identifier une stratégie pharmacologique qui puisse modifier l'histoire naturelle de nos patients. Il n'y a aucun essai dans les 20 dernières années qui ait réussi à démontrer qu'un médicament pouvait changer la vie des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et il y a eu une étude fascinante qui a été faite par une équipe de Chicago qui a pris une cohorte de 400 sujets avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis, sur ces 400 sujets, ils ont colligé 67 paramètres. Et ces 67 paramètres sont en tout petit écrit là sur la colonne de droite, mais vous avez des choses simples, des données de l'électrocardiogramme, des données d'échocardiographie, des données biologiques, des données cliniques, des données sur l'âge, le genre. Vous voyez, 67 données à droite. Et ils ont regardé, pour chacun de ces patients, donc en fait, il faut imaginer qu'un patient, c'est une colonne, d'accord? Donc vous avez 397 colonnes. Quand vous avez un code bleu, ça veut dire que quelque chose est sous-exprimé par rapport à une valeur moyenne. Quand vous avez un code rouge, ça veut dire que quelque chose est surexprimé. Et donc, vous avez ici une cartographie des 67 facteurs modulés pour les 400 sujets qui ont été inclus dans cette étude. Mais quand on regarde comme ça, on se dit, c'est vrai, ces patients, ils n'ont rien à voir, ils sont très hétérogènes. Il n'y a pas que du rouge d'un côté, que du bleu de l'autre. Ils expriment une variabilité de ces facteurs qui ont été enregistrés. Et l'intelligence artificielle, avec des outils qui ont été utilisés dans d'autres domaines, par exemple dans la génomique, permet de faire ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire sans a priori, on regroupe des facteurs qui semblent être liés, parce qu'en fait, ils sont co-exprimés de manière cohérente. Et en fait, c'est ce qui est fait dans les colonnes ici de gauche et dans la ligne en haut. En fait, vous avez des clusters de patients, c'est-à-dire que si vous analysez le bleu et le rouge, mais nous, on ne peut pas le faire visuellement, mais l'intelligence artificielle peut le faire, en colligeant cet ensemble de données, elle arrive à identifier des profils de patients qui se ressemblent, mais des profils de patients que vous ne serez pas en capacité de détecter ou pour lesquels vous aurez tout simplement dit c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis, ça va plus loin, vous pouvez, grâce à ces techniques statistiques, interroger vos machines pour leur demander, bon, mais là, j'ai plein de données, ça va me dégager combien de profils patients? Et vous dit, si on agrège au mieux, eh bien, plus on agrège d'éléments, au mieux, on pourra arriver à identifier 3 grands clusters, 3 grands types de patients.
Vous voyez le pic, hein, il y a 1, 2, 3 clusters. Le pic de cette analyse bayésienne est à 3. Ça veut dire qu'on pourrait trouver 3 profils de patients. Et on continue l'analyse sans savoir qui sont ces groupes de patients. On les suit au cours du temps. Et on voit que ces 3 groupes de patients ont des événements ou des courbes de survie totalement différentes. Vous avez ici ces 3 groupes de patients. Le groupe 1 meurt moins, est moins hospitalisé, fait moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque que le groupe 2, qui en fait moins que le groupe 3. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière. Mais on continue à suivre les patients sur la base de ces clusters d'analyse, de ces groupes, de ces phénogroupes. Et lorsqu'on suit ces patients, qu'on regarde la survie, on est encore une fois confronté à une vraie distinction entre ces 3 profils de patients, les jaunes, les bleus, les rouges, le phénotype 1, le phénotype 2, le phénotype 3. Ils sont tous insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, mais ils se distinguent par ces clusters et ils se distinguent en termes d'événements. Et puis on creuse. Qui sont ces patients? Donc globalement, c'est une cohorte qu'on connaît, c'est des sujets plutôt âgés, 65 plus ou moins 10 ans. C'est plutôt des femmes, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Cette étude a été faite aux États-Unis, il y avait 40% de sujets afro-américains, avec des comorbidités classiques que l'on retrouve dans ces populations, plus de valvulopathie, plus d'hypertension. Et une durée de la maladie qui était similaire dans les 3 groupes. Autrement dit, ce n'est pas l'ancienneté de la maladie qui explique que certains patients meurent davantage que d'autres. Et qui sont ces 3 groupes? En fait, vous avez le groupe 1, c'est des sujets plutôt jeunes, qui ont un BNP bas, et finalement qui sont les sujets les plus sains. Le groupe 2, c'est des sujets plutôt métaboliques, obèses, diabétiques, qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, qui ont plutôt une glycémie à jeun élevée. Et le groupe 3, c'est des sujets plus âgés et qui ont des comorbidités, notamment une insuffisance rénale, et qui ont le taux de BNP le plus élevé. Et donc, on se retrouve, à partir d'un diagnostic qui était très simple, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, à identifier 3 grandes catégories de patients qu'on aurait traités de la même manière, qu'on aurait diagnostiqués de la même manière, mais qu'on imagine bien que leur pronostic, leur histoire et leur prise en charge va être différente. Et d'ailleurs, quand vous regardez la façon dont ces patients sont traités, donc là maintenant on agrège des données connues et inconnues, regardez par exemple, le groupe 2 a beaucoup plus de statines que le groupe 1 et le groupe 3. C'est logique parce que c'est ceux qui avaient le profil métabolique le plus prononcé. Le groupe 3 est le groupe de patients qui a le plus de diurétiques de Lens. Oui, mais rappelez-vous, ils avaient de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, ils étaient probablement davantage en rétention hydrosodée. Et donc finalement, cette chose est magnifique, et ils retestent ce concept des 3 phénotypes dans une petite cohorte de 107 patients, et 107 patients suffisent à valider le concept de ce qu'on appelle le phénogramme, c'est-à-dire la capacité d'identifier des phénotypes dans une maladie qui paraît apparemment homogène, mais qui est en fait très hétérogène et qui explique pourquoi on se casse les dents, parce que vous développez un traitement pour prendre en charge ces patients de manière globale, eh bien on imagine bien que si c'est un IEC ou un ARA2, ça marchera plus dans le groupe 2, si c'est un diurétique, ça marchera peut-être mieux dans le groupe 3, et si c'est un médicament peut-être de prévention, il marchera davantage dans le groupe 1. Et l'aide de la machine, l'intelligence artificielle, c'est là quelque chose de très concret, ne s'arrête pas là. Et peut-être il faut que je revienne sur cette histoire du jeu de Go. Vous savez, ce jeu de Go, qui est ce jeu chinois fantastique, pour lequel une compagnie anglaise, DeepMind, a développé un ordinateur surpuissant qui travaille justement avec cette technique de l'intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo. Et AlphaGo, on lui a appris à jouer au Go. Alors comment on lui a appris à jouer au Go? En lui donnant à apprendre, en lui donnant à mâcher, si vous voulez, 100 000 parties de Go. Il a absorbé 100 000 parties de Go, il a appris à jouer au Go. Et en octobre 2015, il devient le premier programme qui bat un joueur professionnel. C'était un Français, même si son nom ne l'indique pas, Fanui, qui était un bon joueur de Go, mais qui a perdu devant cette machine. Et puis, ce joueur de Go, ou ces joueurs de Go ont été un petit peu challengés. Et en mars 2016, il va jouer avec un des meilleurs joueurs mondiaux, Lee Sedol, et il le bat. Et donc on se dit, mais cette intelligence artificielle, en apprenant uniquement la qualité de jeu de ses concurrents, elle est capable de battre un humain. Et c'est la première fois qu'on a cette révélation, cette confrontation entre la machine et le Go qui est probablement le jeu de stratégie le plus humain. Il faut 10, 20, 30 ans pour être un expert en jeu de Go, la machine fait mieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un article publié dans Nature le 19 octobre 2017, donc il y a une dizaine de jours, ils ont fait une version améliorée de cette machine, c'est AlphaGo 0, qui est une nouvelle version, et ils ont complètement changé la programmation. Là, ils ont dit à la machine, on ne va pas te donner des parties qui ont été jouées dans le monde, on va uniquement t'apprendre les règles de base du Go. Donc, on donne à la machine uniquement les règles du Go. Et la machine apprend toute seule. D'abord, elle joue contre elle-même. Elle joue contre elle-même 400 000 fois, puis 4 millions de fois, puis 400 millions de fois, et ce en moins d'un mois.
Et puis elle joue ensuite contre la première machine, et elle la bat. Et puis le 27 mai, elle bat le champion du monde, qui d'ailleurs part à la retraite à la suite de cette défaite. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, on est en face d'une machine qui, à partir de données de base, c'est-à-dire les règles du jeu, apprend tout seul, apprend à apprendre, apprend contre une autre machine et arrive à battre ce qu'on pouvait faire de mieux dans le monde, le champion du monde. AlphaGo est un produit de la société DeepMind. DeepMind a été racheté par Google et DeepMind a développé DeepMind Health. Je vous ai dit, le chemin est toujours très court entre le développement et la santé. Et DeepMind Health, en fait, vient de passer un contrat avec l'équivalent de la sécurité sociale britannique, la NHS, et va aider, entre guillemets, les médecins à repérer les patients à risque, à savoir où ils doivent être adressés, à alerter les patients lorsqu'ils développent des complications. Donc là, pour l'instant, c'est développé dans la survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Dès que la créate d'un patient ou son débit de filtration glomérulaire passe à moins de 30 000 par minute, il y a des alertes qui sont envoyées à l'ensemble des réseaux de soins pour prendre en charge très rapidement ce patient. Traitement plus rapide, plus efficace, plus efficient, mais vous voyez qu'on est toujours un petit peu mal à l'aise. Que fait DeepMind Health dans la sécurité sociale britannique? Ça ne va probablement ne pas s'arrêter là. Et donc pour terminer, un petit pas de côté sur les risques, ou les limites, ou la sécurité, ou l'éthique. Je pense que la première chose qui doit nous inquiéter, c'est la sécurité, le partage des données, leur gestion automatisée. C'est le premier rempart sur lequel il faudra réfléchir, la première stratégie sur laquelle il faudra s'interroger. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui est un monsieur qui va faire ses courses dans cette grande chaîne de supermarchés américaine qui s'appelle Walmart. Il fait ses courses avec sa femme et sa famille, ses enfants. Et puis, en sortant de ce supermarché, avec son caddie plein, il rentre à la maison et quelques jours plus tard, il reçoit des coupons. Mais des coupons pour acheter des couches. Alors, il ne comprend pas, il dit « j'ai pas de bébé à la maison, je ne comprends pas, ils se sont trompés ». Et donc, il retourne au supermarché en leur disant « écoutez, il y a un bug, bon, je comprends bien que vous analysez mes comportements de consommation, mais il y a un gros bug, j'ai 55 ans, je n'ai pas d'enfant, ma femme n'est pas enceinte, elle est ménopausée, pourquoi vous m'envoyez des couches ?» Et le directeur était un petit peu embêté, il dit « bon, mais je vais interroger ma base de données, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un souci, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas ». Et puis ce monsieur revient au bout d'une semaine et le directeur, imperturbable, lui dit « non, non, on est sûr, on a tout vérifié, il y a quelqu'un qui attend un enfant dans votre famille ». Et c'était sa fille. Sa fille était enceinte. Mais comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Parce qu'en fait, sa fille a commencé à acheter du savon qui ne sentait pas. Elle a commencé à acheter de l'huile parce qu'elle a constaté que sa peau séchait. Elle a commencé à changer d'achat concernant ses soutiens-gorge. Et elle a commencé à acheter des fraises. Et le fait de colliger ces 4 informations a fait suspecter au logiciel Walmart qu'il y avait quelqu'un qui attendait un bébé et allait probablement avoir besoin d'acheter des couches dans un futur proche. Donc, la gestion, la sécurité, le partage des données, ce n'est pas uniquement un problème de pression artérielle, de fréquence cardiaque, de cholestérol, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est dans ce qu'on fait dans notre quotidien et ça peut avoir un impact sur la manière dont on gère la santé. La deuxième problématique, c'est la notion de libre arbitre. Après tout, si une machine vous dit que vous avez 80% de chances de faire un infarctus du myocarde, est-ce qu'il faut arrêter de fumer le cigare? Monsieur? Bon, lui, il continue à taper sur son smartphone. C'est un homme qui est très impliqué. C'est l'exemple même du prototype. Mais le libre arbitre, c'est quelque chose qui va être mis en jeu en permanence. C'est-à-dire, même si vous avez l'ensemble de données possibles pour détecter la survenue d'un événement, pour traiter au mieux un patient, eh bien, il va falloir lui laisser la capacité de décider seul. Est-ce qu'on aura la capacité de décider seul? Est-ce qu'on pourra décider? Est-ce qu'on pourra finalement s'affranchir du poids de ces informations? Et un grand astrophysicien, je le cite, dit « Le développement d'une intelligence artificielle totale pourrait annoncer la fin de l'espèce humaine. Elle pourrait même prendre son indépendance et se reprogrammer. » Alors quand il a dit ça, on ne le croyait pas. Mais aujourd'hui que les machines apprennent et apprennent toutes seules, on pourrait imaginer qu'à une vitesse accélérée, les êtres humains constituent quand même une entité biologique qui a une évolution très lente. On ne progressera pas aussi rapidement qu'une machine. Et peut-être qu'un jour, on ne pourra plus être en capacité de rivaliser et on sera dépassé par ces machines. Troisièmement, l'éthique des machines. Je vous ai repris, vous avez peut-être lu ça, les lois d'Asimov, vous savez, les lois de robotique qui ont été proposées par Asimov au cours d'un déjeuner. En 1940, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Quand les gens ont lu ça, ils ont dû se dire « il est fou ».
Un robot doit obéir aux ordres qu'on lui donne, et surtout si c'est un être humain qui lui donne cet ordre, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, c'est-à-dire qu'elles mettent en péril la vie humaine. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi, c'est-à-dire qu'un robot doit être capable de se suicider s'il met en péril la vie d'un homme. C'est très intéressant d'imaginer que quelqu'un, il y a 40, 60, 70 ans, a imaginé des règles qui probablement sont des règles d'éthique pour demain. Et puis, il y a aussi quelque chose de très gênant. Les gourous de la tech, les patrons de Google, de Facebook, d'Amazon, vous savez qu'ils ont mis leurs enfants dans des structures scolaires très particulières où il n'y a pas une tablette, il n'y a pas un ordinateur. C'est les écoles Waldorf, ce sont des écoles très particulières où on apprend du latin, où on écrit sur des feuilles de papier, il n'y a pas d'accès Wi-Fi, où on mange bio. Donc, eux, ils savent ce qu'ils font avec leurs gamins. Mais par contre, ça ne leur dérange pas d'offrir des iPads aux nôtres. Et la question qui se pose, c'est, derrière tout cela, d'abord, il y a toujours des hommes qui bricolent, qui hésitent, qui échouent, qui essaient de développer quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose de rassurant, c'est toujours notre bonne vieille humanité qui est en train de construire l'avenir. Mais peut-être que demain, une intelligence pourrait être en capacité de créer cet avenir. Deuxièmement, je ne sais pas si vous connaissez Fernand Braudel, qui est un philosophe, qui a écrit des livres magnifiques sur le dynamisme du capitalisme, l'évolution de la société. Et il développe le concept de quelque chose qui est l'économie monde. Il dit finalement que le capitalisme et l'économie sont des valeurs qui, en général, s'agrègent autour de certains centres qui deviennent des centres très particuliers. Et il décrit la situation de Gênes, de Venise, de Londres dans les années passées. Aujourd'hui, l'économie monde, c'est la vallée de San Francisco. Vous avez, dans cet endroit-là, c'est la quintessence même de tout ce qu'on est en train de parler. Mais ces villes-mondes, ou ces villes-économie-monde, en fait, elles se caractérisent par deux choses. Quelque chose de super, qui est une forme de tolérance exacerbée. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le maire de San Francisco a dit que tous les sans-papiers des États-Unis pouvaient échapper à Trump et venir s'installer dans la ville de San Francisco. C'est la ville, cette ville-monde, cette économie-monde, c'est l'endroit où on accueille toutes les personnes qui ont besoin d'être accueillies. Mais c'est aussi des endroits où il y a un sentiment de fragilité excessif, parce qu'il y a énormément d'argent, un excès du capital risque. On croit, et Fernand Braudel dit, voilà, la machine marche et pourtant elle dispose de peu de puissance. Et probablement que ces villes-mondes sont condamnées à être des bulles. Un jour, ça va exploser. Et on ne sait pas pourquoi et comment. Et dans les faits, c'est vrai que tout ceci a quelque chose d'étrangement inhumain parce que c'est déconnecté de la philosophie. Quand vous écoutez des conférences TED sur Internet, quand vous allez dans des grandes mecs de l'intelligence artificielle ou dans des grands congrès de e-santé, on ne cite jamais un philosophe, on ne cite jamais un fait historique, on ne cite jamais quelque chose qui date d'avant le XXIe siècle, comme si le monde avait démarré et avait commencé à exister aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, et un autre philosophe disait, en se rendant enfin maître et possesseur de la nature avec toutes ces technologies, l'homme s'apprête à renoncer à l'une des productions les plus imparfaites, lui-même. Et peut-être que la question philosophique, c'est est-ce que ces technologies ne sont pas en train de nous déposséder de notre humanité ? Alors pour terminer, ça sera quoi la médecine de demain ? La médecine, ça s'apprend, mais la machine, elle apprend plus vite que nous, elle apprend davantage que nous. On interroge nos patients, on les examine, mais je vous ai expliqué que l'interrogatoire, l'examen, parfois il peut très simplement être transformé en algorithme, mais si ça vous manque de parler, de poser des questions et d'être dans l'empathie, les chatbots, c'est-à-dire des robots qui sont capables de développer un discours, voire même l'intelligence artificielle, seront capables de gérer des entretiens peut-être mieux que nous. Il y a le biais de l'empathie, jusqu'à ce qu'arrivent les humanoïdes. Et si vous avez vu le film de Steven Spielberg, Artificial Intelligence, on a l'impression de côtoyer un enfant qui ressemble à un enfant humain. On examine, mais je vous ai dit que le sans-fil va améliorer la qualité de l'examen. Qu'est-ce que ça veut dire de palper un abdomen quand on peut faire une écho abdominale ou quand un patient peut lui-même se faire une écho abdominale ? On fait un diagnostic seul, ça ne sera plus possible. La masse de données va nous obliger à utiliser des outils et donc le diagnostic sera aidé. On met en route un traitement, chez qui, comment ? Là aussi, il nous faudra un compagnonnage machine. Et souvent, les gens qui s'intéressent à ce domaine disent qu'à nous, humains, il faudra imposer l'apprentissage de l'empathie machine. On ne pourra pas faire ça à la machine, il faudra apprendre à vivre et à travailler avec des machines. Le médecin de demain, comment est-ce qu'il travaillera ? Je crois qu'au départ, ces outils vont aider le médecin, ce que j'appelle le médecin réparé. En fait, ces outils vont changer votre vie, votre quotidien. Vous avez peut-être tous été contactés par une boîte qui propose de prendre en charge vos rendez-vous médicaux et qui vous évite d'être au téléphone et de remplir votre agenda et qui envoie des SMS à vos patients et qui gère ça de façon fantastique. Donc au début, ce que j'appelle la médecine réparée ou le médecin réparé, c'est un médecin
qui va utiliser la technologie pour neutraliser les choses qui l'emmerdent, en gros. Et puis demain, le médecin deviendra un médecin augmenté. J'écoutais une conférence d'un chirurgien qui expliquait qu'il opérait avec un robot, et il raconte, c'est vrai, j'avais jamais pensé qu'un chirurgien, il a une pronosupination qui est limitée. Un robot, il a une pronosupination qui fait 360 degrés. Donc, le chirurgien augmenté ou le médecin augmenté sera un médecin qui utilisera la technique pour faire des choses qu'il n'est pas capable de faire. Mieux voir, voir la nuit, mieux traiter, mieux opérer. Puis après-demain, le médecin sera optimisé. Il aura des outils pour préparer ou proposer à son patient le traitement avec la plus grande balance bénéfice-risque, le meilleur coût, qui prenne en compte l'individualité du patient. Et après-demain, peut-être que le médecin sera absent. Point de commun. Alors la médecine, ce ne sont pas que des médecins, et j'adore cette image qui montre tout ce qui gravite autour de la médecine, je dirais plutôt tout ce qui gravite autour du patient. Et la révolution dont je vous parle, c'est une révolution qui va toucher non seulement notre activité quotidienne, mais l'ensemble des écosystèmes qui gravitent autour du patient, autour de l'activité médicale. On imagine très bien que les revues médicales vont être en ligne, vont être des revues augmentées dans lesquelles on va mélanger du texte, des vidéos, de l'audio, et que vous pourrez ça à portée de main, que les recommandations vont devenir des recommandations personnalisables, que les sociétés savantes vont être obligées de jouer avec cela, que les agences de régulation vont être obligées de développer des stratégies de régulation de nouvelles technologies. Et donc, je crois que finalement, ce n'est pas la médecine sans médecin, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est la transition. Et donc, pour terminer, je vais vous lire cette phrase de Flaubert. « L'homme de l'avenir aura peut-être des joies immenses. Il voyagera dans les étoiles avec des pilules d'air dans sa poche. Nous sommes venus, nous autres, ou trop tôt ou trop tard. Nous aurons fait ce qu'il y a de plus difficile et de moins glorieux, la transition. » Et je pense que la médecine sans médecin, on n'y est pas, mais on est en plein dans la transition. Merci pour votre attention. Ruben. Merci beaucoup, merci. Oui, un grand merci à Toul. Hein, je devrais activer FaceTime pour montrer ça à mes enfants, parce qu'ils ne croiront pas. Merci encore à Toul pour cette brillante lecture. Je savais que tu allais pouvoir le faire, et c'est vrai que ça nous conforte un peu dans ce qu'on voit actuellement, et ça nous réconcilie un peu avec la réalité et ce qu'on vit tous les jours. On est un petit peu, nous, localement impliqués dans cela avec des projets de télémédecine qui sont multiples. On en parlera un tout petit peu demain en fin de congrès. Si vous avez des questions, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure au dîner de gala. Avec plaisir. Je vous invite donc à peut-être regagner vos chambres, ensuite à nous rejoindre sous le chapiteau qui est au bord de la mer pour le dîner de gala de ce soir. Et encore merci à Toul.